Bon dimanche, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs du canal Congo Télévision. Nous nous retrouvons une fois de plus pour votre rendez-vous de chaque week-end, École du Changement. Dans l'École du Changement, nous luttons contre les antivaleurs et nous faisons la promotion de valeurs qui concourent en tout cas à la bonne gouvernance de la RDC. Et pour aujourd'hui, nous allons en tout cas nous retrouver pour la première fois avec un avocat chercheur. Il s'agit de maître Thomas Gamakolo Mputu. Il est avocat chercheur, comme je l'ai dit. Avec lui, nous allons en tout cas essayer de réfléchir sur la loi, la proposition de loi faite conçue par Noël Tchani, un acteur politique, et qui a été portée au niveau de l'Assemblée nationale par l'honorable Ntingi Pouloulou. Une proposition de loi qui avait été déposée en juillet de l'année passée, qui n'a jamais été examinée. Et Noël Tchani et ses associés, en tout cas, sont revenus à la charge à travers une marche qui avait été organisée le vendredi passé. Et à l'issue de cette marche, ils sont allés en tout cas déposer un mémo auprès du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diapwanga, et Noël Tchani et ses associés, en tout cas, sont déterminés à voir cette proposition de loi être examinée au Parlement et pour que certains Congolais qui ne sont pas des pères et des mères, qui auraient des parents étrangers ou qui ont épousé des étrangers, puissent en tout cas ne pas avoir accès à certaines fonctions et postes de responsabilité au niveau des institutions. Noël Tchani, dans cette proposition, pense entre autres, par exemple, au poste de président de la République, le Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, les hauts magistrats, les hauts responsables de l'armée, de la police, des services de renseignement. Voilà, un peu c'est avec maître Thomas Gamakolo Mputu que nous allons en tout cas examiner cette proposition de loi. Est-elle opportune? Est-ce un atout pour la République démocratique du Congo pour protéger sa souveraineté, comme l'indique Noël Tchani, ou cette proposition de loi en tout cas constitue une menace pour l'unité nationale et la cohésion nationale? On va voir ça avec maître Thomas Gamakolo. Première question, comment est-ce que vous avez accueilli cette initiative de Noël Tchani et ses amis, qui a pratiquement été retoquée par l'Assemblée nationale, et aujourd'hui cette équipe, ce groupe-là en tout cas revient à la charge? Tout d'abord, je vous remercie et je vous salue et salue tous les téléspectateurs qui nous suivent. Je vous remercie pourquoi? Parce que cette question brûlante de l'actualité défraie la chronique, et vous avez eu la présence d'esprit de pouvoir essayer d'examiner cela en profondeur en m'invitant sur votre plateau, ce que je considère comme un honneur. Et je vous remercie pour cela. Pour revenir à la proposition de loi, quelle est mon appréciation de façon générale par rapport à cette loi qui vise à créer des catégories de Congolais au sein d'une même communauté nationale, donc qui vise une sorte d'épuration. C'est une loi que je considère comme une loi d'épuration tribale. C'est une loi que je considère comme une loi d'épuration tribale qui existe ou qui est née d'un esprit qui doit être foncièrement tribalisé, dans la mesure où la personne qui introduit une telle proposition de loi, il a encore dans sa tête, dans son imaginaire, exalté la restauration d'une nation ancestrale. Pourquoi je le dis? Parce qu'il veut que la preuve de la nationalité soit donnée par la traçabilité géographique, si vous me comprenez bien, du lien de parenté entre la personne qui se dit nationale et la nation congolaise. Et donc, en réalité, dans cette loi, nous allons chuter. Quand je parle de traçabilité géographique, c'est-à-dire, il veut que chaque Congolais, pour accéder à un poste important de responsabilité dans le pays, puisse avoir un ascendant qui lui-même fait partie d'une tribu. C'est pourquoi je dis ça sort d'un esprit tribal, foncièrement tribal, qui lui-même, donc l'ascendant, sort d'une tribu, est issu d'une tribu qui existait déjà au Congo, d'après son raisonnement avant
1885. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est encore à l'époque précoloniale. Tout ce qui s'est passé entre-temps, l'évolution sociopolitique durant les indépendances ne concerne pas notre frère Noël Tchani, ni ceux qui portent cette loi. Parce que pour eux, il n'y a pas eu d'évolution sociologique, il n'y a pas eu d'autres populations qui se sont ajoutées, il n'y a pas eu des gens qui se sont mariés à des étrangers, il n'y a rien eu. Il n'y a eu que le Congo précolonial. Or, il y a une erreur fondamentale dans ces raisonnements. Quelle est l'erreur fondamentale? L'erreur fondamentale, c'est de considérer d'abord qu'il y a une nation ancestrale congolaise qui a existé. Ça n'a jamais existé. Le Congo est un conglomérat de nations. Nous sommes un État multinational qui a été constitué par la volonté du roi Léopold II, qui a réunifié plusieurs tribus, ethnies, groupes tribaux et tout ça, qui en eux-mêmes se considéraient déjà comme des nations. Il nous a réunis pour former cet ensemble que nous appelons aujourd'hui République démocratique du Congo. Et nous avons hérité de la population congolaise à l'indépendance. C'est-à-dire que le patrimoine humain que le Congo a aujourd'hui, c'est un héritage qu'il reçoit justement de ces rois Léopold II ou du Congo belge qui a succédé à l'État indépendant du Congo, et la République démocratique du Congo a succédé lui-même au Congo belge. Donc, comme l'a écrit par exemple le professeur Chuba dans son ouvrage sur la RDCC 11 frontières, où il disait que le Congo actuel, ce grand et beau et riche pays, n'est pas en tout cas un héritage légué aux Congolais par leurs ancêtres, mais par les rois des Belges. Voilà. Et c'est tout à fait logique que dans ces conditions-là, il est très dangereux de bouger cet équilibre. Ou au sein de cette communauté, que j'appelle le patrimoine national, le patrimoine humain, puisque nous n'avons pas hérité des Belges que le patrimoine en termes d'argent, en termes de terre, en termes de minerais, en termes de... On a hérité également des ressources humaines. L'homme, l'être humain, est un patrimoine. Et déjà, je voudrais rappeler ici, avant, pour élaguer, pour que vous fassiez comprendre le caractère d'épuration tribale de ces propositions. Les dangers, c'est quoi? Déjà, avant, quand nous accédons à l'indépendance, nous avons perdu, je ne sais pas, on était peut-être à 10 millions, peut-être 20 millions. On a perdu plusieurs milliers de Congolais, des centaines de milliers de Congolais, par le simple fait qu'on avait érigé, lors de la Première République, c'est-à-dire de la Constitution de Louabourg, on avait déjà érigé le principe que pour être Congolais, il faut faire partie d'une tribu qui existe. Donc, il faut être descendant d'une personne qui appartenait à une tribu qui existait déjà sur le territoire du Congo à partir de novembre 1908. Voyez-vous? Et quand on a fait cela, tous les gens comme des Jean-Claude Van Damme, des Swing, qui étaient ici comme, ont été écartés de la nationalité congolaise de facto. Donc, ceux qui étaient congolais, parmi les Congolais, il n'y avait que des indigènes non immatriculés, ou immatriculés, mais en tout cas, faisant partie des ethnies ou des tribus. Donc, s'il n'y avait pas cette loi, nous pouvions nous retrouver au Congo, par exemple, comme en Tanzanie, avec de blancs. Des Indiens, comme en Afrique du Sud, avec des Indiens, des blancs, même voilà. Comme en Zambie. Bon. Et Jean-Claude Van Damme pouvait être congolais parce qu'il est né au Congo. Et à l'époque, on pratiquait le fait que, parce qu'il y avait un décret des droits du sol. Les droits du sol. Donc, par la naissance, on estimait que quand tu es né au Congo, tu as déjà un lien de rattachement suffisant pour être loyal vis-à-vis de son pays. Parce que la loyauté est déterminée par les rattachements, la solidarité qu'on a vis-à-vis de l'État. Voilà, Noël Tchani explique par exemple le verrouillage de certaines fonctions régaliennes à des Congolais qui ne sont pas en tout cas à 100% Congolais, des pères et des mères, ou qui épouseraient, qui ont comme épouse des étrangers. Il justifie par la loyauté. Donc, des gens qui ne sont pas Congolais à 100% ou qui ont des époux étrangers, en tout cas, leur loyauté pose problème. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument de la loyauté? Est-ce qu'il faut être à 100% Congolais pour être vraiment loyal à la République démocratique du Congo? Je ne pense pas qu'il a raison de raisonner ainsi, pour la simple et bonne raison que un État qui se construit, d'abord j'informe que la nation congolaise est une nation en construction, ça ne fait que 62 ans que le Congo est indépendant. On ne peut pas passer 62 ans de la vie nationale à parler que de la nationalité.
à parler que de la nationalité. Et comme je vous ai dit ici, c'est depuis le début qu'on a exclu une grande partie des Congolais des droits à la nationalité d'origine. Des gens qui étaient déjà nés au Congo depuis 1894, 1850, alors qu'il y avait des lois qui disaient que tout celui qui est né au Congo, d'où qu'il vienne, qu'il soit étranger ou qu'il soit qui que ce soit, est congolais. On avait même des populations ici au Congo qui étaient venues du Rwanda au Burundi par l'immigration facilitée par les Belges eux-mêmes, qui étaient considérés par les Belges comme des indigènes congolais, qui ont trouvé ici au Congo d'autres personnes de leur nation et qui étaient donc congolais. Tous ces gens-là ont été menacés déjà à la Première République quand on a voté la loi qu'il fallait avoir une tribu, puisque tous n'étaient pas organisés en tribu, tous n'étaient pas, même il y avait même des tribus qui ont été démantelées par les Belges, qui se sont retrouvés dans la patrie des parts de loi. Et je pense que lorsque nous parlons de loyauté, la loyauté ne se détermine pas par les mariages. La loyauté ne se détermine pas par le fait qu'on est né au Congo. La loyauté, c'est quelque chose. C'est vrai que les liens, le fait de naître au Congo, le fait d'être descendant d'une personne qui est d'une tribu congolaise et qui a laquelle tribu a toujours existé sur le territoire du Congo précolonial, alors que dans la période précoloniale, il n'y avait pas de Congo. Je signale que dans la période précoloniale, il n'y avait pas de Congo. Donc si on doit rentrer à l'époque précoloniale, on ne saura pas c'était quel territoire, c'était quelle population, on doit séquencer des migrations, tout ça, donc ça va faire une explosion. Donc quand vous dites que voilà. Maintenant une personne qui est mariée à une personne qui a un ascendant, qui fait partie d'une tribu, ou tous les deux ascendants font partie d'une tribu et qui n'est pas marié lui-même à un étranger et loyal, c'est faux. Parce que en réalité, la loyauté de quelqu'un ne peut pas être mesurée par les liens du mariage. Nous avons vu des présidents comme Léopold Sédar Senghor, par exemple, au Sénégal, qui est l'un des pères fondateurs même du Sénégal, parce qu'un des pères de l'indépendance, marié à une blanche. Ça n'a pas fait que Léopold Sédar Senghor était déloyal vis-à-vis du Sénégal. Il n'y a aucun exemple d'une haute trahison que Léopold Sédar Senghor aurait commis contre le Sénégal. Nous avons des présidents comme Houphouët-Boigny qui ont eu des femmes blanches également. Donc, même pas africaines, mais étrangères. On place ici l'ancien président du Sénat, l'ancien premier ministre Léon Kengo Adondo. Voilà, l'ancien président du Sénat. Il n'y a aucun acte de déloyauté qu'on peut lui reprocher, en dépit du fait que lui-même n'avait pas tous les deux parents congolais. Mais il a occupé toutes les fonctions. C'est le seul politique qui a occupé, qui a dirigé le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Oui, Maître Thomas Gamakolo Mputu, vous êtes avocat-chercheur. Au-delà en tout cas des raisons officielles évoquées par Noël Tchani et son groupe, est-ce que vous en voyez en tout cas des raisons cachées de cette proposition de loi qui va ériger en tout cas en RDC l'existence de deux catégories de Congolais, des Congolais des premières zones qui ont droit à tout et ceux des secondes zones à qui en tout cas on priverait le droit d'accéder à certains avantages et fonctions liées à la nationalité congolaise. Bon, cela est à placer dans le contexte actuel des surenchères patriotiques ou parce que même pas patriotique, parce que le patriotisme, c'est l'amour des siens, c'est l'amour de son pays. Mais ici, c'était même surenchère nationaliste à la manière des nazis, où il est question de diaboliser une partie des politiques, parce que dans tout ça, il faut voir qu'il y a toujours, ce n'est pas innocent. Le fait que cette loi soit remise au goût du jour pendant une période préélectorale, en plein conflit armé entre le gouvernement congolais et une catégorie de Congolais qu'on considère comme étant étrangères parce que notamment rwandophones, vous voyez que le contexte dans lequel cette loi est remise n'est pas innocent. Pourquoi c'est pas innocent? Parce qu'il y a un problème d'arithmétique ethno-tribale électorale. C'est-à-dire, il y a une arithmétique, on fait les calculs. Par exemple, tous les suffrages des personnes aînées, notamment dans les provinces comme le Kivu, notamment dans les provinces comme le Bas-Congo, avec les Bazombo. Vous comprenez, dans les provinces comme le Kivu, avec les rwandophones, dont la nationalité est contestée, et la loyauté, parce que la principale accusation que l'on fait contre les populations Tutsi et la nilotique du Congo, parce que vous avez vu, il y a Kudura Kasongo, qui dans le sillage de ce dépôt a déclaré quelque chose de très grave. Il a dit, nous sommes en guerre. Mais c'est Kudura Kasongo, un territoire que je respecte. Il a dit, nous sommes en guerre contre les nilotiques.
Et quand vous voyez ce contexte ainsi que ces conflits armés, qu'il y a des relents ethno-tribales, vous considérez qu'une loi d'une telle, qui sort de la tête d'un tel tribaliste, n'est peut-être qu'une loi qui vient pour écarter des adversaires politiques. Parce que déjà dès le départ, lorsqu'on a évoqué le problème de remise en question de la nationalité des rwandophones, à l'époque de 1962 à 1965, quand Denis Paluku était gouverneur au Kivu, c'était quoi? C'était qu'il y avait des électeurs qui étaient issus de la communauté rwandophone qui étaient transplantés. Et ces électeurs ont voté, d'autres électeurs ont voté des gens qui étaient de la communauté, de cette communauté rwandophone. Et ils ont eu donc des députés. Et pour faire barrage à ces gens-là, décourager leur électorat, on a essayé de jeter l'anathème si tous ces gens allaient poser des questions. Où est votre tribu? De quelle tribu êtes-vous? Qui est votre ascendant? Est-ce que votre tribu s'est trouvée déjà sur le territoire du Congo? Est-ce que quelque part, Maître Thomas Gamakolo Mputu, quelque part, Noël Tchani et ses associés n'ont pas raison? Par exemple, nous savons que la guerre de l'AFDEL a commencé avec comme prétexte un groupe, une communauté qui voulait en tout cas revendiquer les armes à la main et la nationalité congolaise. Et ça s'est répété avec les RCD, avec les CNDP, même aujourd'hui avec les M23. Et la difficulté aussi, c'est le fait, par exemple, que l'on voit le président rwandais, comme le président Poutine, dans sa guerre contre l'Ukraine, dire que voilà, il se bat pour, par exemple, protéger une communauté qui serait menacée au Congo, et Poutine, lui, c'est une communauté qui serait menacée en Ukraine. C'est pas ça aussi qui fait, par exemple, que peut-être la proposition de l'ONU puisse avoir beaucoup d'adhérents, beaucoup d'adeptes. Bon, en fait, ce qui fait que la loi de Tchani ait beaucoup d'adhérents, c'est d'abord l'ignorance de la population. Ils sont en train de jouer sur les stéréotypes autochtones, allochtones ou autochtones étrangers. Ils jouent sur le fait que les autres personnes sont considérées de façon tout à fait ignorante comme étrangères. En réalité, lorsque quelqu'un trahit son pays et qu'on considère qu'il a fait un acte de haute trahison ou carrément d'espionnage ou de je ne sais quoi, il y a dans un état normal des services attitrés comme les services d'intelligence qui conseillent les gouvernements quant aux décisions à prendre, qui les interpellent et les amènent à répondre de leurs actes individuellement. Ce qui est dangereux dans cette loi, c'est qu'on veut jeter l'anathème sur un groupe, sur des groupes ethniques, par exemple les Bazombo, les Rwandophones, les Tutsis. Vous voyez? Et ça, c'est l'éclatement, c'est l'émiettement même du pays. On ne peut pas dire que toute une ethnie est constituée de traîtres. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on ne peut pas présupposer que toutes les personnes qui sont des Congolais d'origine, mais qui auraient des liens ethniques avec d'autres groupes ethniques, d'autres tribus qui sont dans d'autres pays, sont forcément des gens qui ne seront pas fidèles, qui n'auront pas de fidélité. Alors, quand on dit qu'il y a des gens qui ont pris des armes, mais ces gens qui ont pris des armes, il faut condamner ceux qui ont pris des armes. Il ne faut pas condamner leur groupe ethnique. Et l'erreur, c'est de considérer que c'est toujours eux qui prennent les armes. Parce qu'ils partent du principe que c'est toujours eux qui prennent les armes. Or, quand nous regardons l'histoire du Congo, tous les groupes ethniques ont déjà eu à prendre des armes contre la République. Je peux citer des exemples. Je peux citer par exemple les rébellions katangaises, la sécession katangaise. C'est la première rébellion véritable. Il y a eu la sécession kassayenne avec Kalonji Ditunga. Mouléliste. Kalonji Ditunga d'abord au site Kassai, qui a fait la sécession. Il a pris des armes contre la République. On a dit mater ça dans les sangs. Il y a eu les gendarmes katangais qui à plusieurs reprises ont attaqué la République. Moba 1, Moba 2, vous connaissez toutes ces informations. Et d'ailleurs, même au Kivu, vous allez constater qu'il y a eu des Nandés, parce que Paluku, Denis, était un Nandé qui voulait carrément la scission du pays, parce qu'il a, à cause de lui, il y a eu 21 provinces au Nord Kivu. Et qui sont ceux qui ont lutté contre cette partition? Ce sont justement des populations. Et récemment aussi, par exemple, à l'Équateur, il y a eu... Voilà. Les Enyélés ont pris des armes contre la République. Mais on ne va pas dire à cause de ça que ces gens n'ont pas suffisamment de liens d'attachement, parce que la nationalité c'est un lien juridique qui rattache quelqu'un à un pays. On ne va pas dire que ces gens n'ont pas
de solidarité effective d'existence avec les pays ou leurs pays qui n'ont pas d'intérêt, qui n'ont pas de sentiment d'appartenance au pays. Mais c'est peut-être aussi que nous les rejetons, nous les poussons à ces extrêmes, parce que les droits et les devoirs, c'est de part et d'autre. Les citoyens ont des droits et des devoirs vis-à-vis de l'État, de même l'État a des droits et des devoirs vis-à-vis des citoyens. Bon, Maître Thomas Gamakolo Mpoutou, je rappelle que vous êtes avocat-chercheur. Je ne sais pas, vous-même, est-ce que vous êtes Congolais de père et de mère? Parce qu'apparemment, vous défendez des Congolais qui ne sont pas des pères et des mères. Ils sont visés par la loi Tchani, qui doivent en tout cas être exclus de certaines fonctions. Non, non, je suis Congolais de père et de mère parce que moi-même, je suis du lac Maïndombe, de la province du lac Maïndombe. Je n'ai pas de soucis par rapport à cette loi, ni en dehors de... Parce que je suis Moussakata, du lac Maïndombe. Je crois que mon village natal, c'est Ndouakombe. D'origine, c'est Ndouakombe. Et je suis de Fimi, je suis de Koutou, je suis de Maïndombe en termes de... Donc si même cette loi a été appliquée, moi personnellement, je ne serais pas concerné parce que personne ne peut nier que j'ai fait partie d'une tribu qui se trouvait déjà dans les territoires, parce que dans les territoires du Congo avant 1985, personne ne peut nier ça. Cette loi d'épuration tribale ne peut pas m'atteindre. Parce que même ma mère... Est-ce que vous n'êtes pas... Vous n'avez pas comme épouse une étrangère, par exemple? Comme épouse, non, non, non. Mon épouse est du Bas-Congo. Son village, c'est Ngeba. Voyez-vous? Et donc, si je dois laisser cette loi s'appliquer, bon. Et qu'est-ce qui vous motive alors? Vous-même, vous n'êtes pas concerné. Parce que les Congolais, apparemment, bon, quand ils sont dans un combat, là, c'est qu'eux-mêmes, ils sont concernés. Qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que cette loi-là, c'est un atout ou une menace? Non, la loi est une menace claire à l'unité du Congo. Est une menace claire. Comment est-ce que la loi Tchani, si jamais elle était examinée et adoptée, constituerait en tout cas une menace pour les... Parce qu'elle porte en elle des germes de séparatisme. Tous ceux qui seront exclus des fonctions de gouverneurs, des colonels, des généraux, des premiers ministres, des présidents de la République, tout simplement de la course, comme ça, par l'effet d'une loi qui réduit en fait leur citoyenneté. Parce que la nationalité et la citoyenneté sont des notions qui sont liées. La nationalité, c'est vrai, c'est un lien qui rattache un individu à un pays, voyez-vous, mais elle donne à cet individu les droits à la citoyenneté. Or, la citoyenneté, c'est la base, c'est le socle de tous les autres droits. Voyez-vous, lorsque quelqu'un a la citoyenneté d'un pays, il doit jouir de tous les droits qui sont rattachés à cette citoyenneté. Et puis, c'est même une violation, dans une certaine mesure, de l'article 5, si je puis dire ainsi, je vais citer seulement, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination, y compris de notre Constitution, qui met tous les citoyens, puisque les droits de la nationalité accordent à celui qui en bénéficie les droits à la citoyenneté. Or, les droits à la citoyenneté devaient lui donner le droit d'accéder à tous les postes, comme partout ailleurs. Le Congo n'est pas un pays extraterrestre, nous sommes dans le monde, nous sommes tenus en tant que pays de pouvoir rester respectueux de nos engagements même internationaux. Il y a les conventions par exemple de 1961. Cette convention-là, sur la réduction de la patridie, prohibe également des lois qui peuvent arbitrairement réduire les droits de quelqu'un à participer à la vie politique de son pays. Et le fait de réduire les droits à la participation à la vie politique, sous prétexte de protéger la souveraineté, ce qui est faux, parce que la souveraineté est protégée par des institutions fortes, par un État fort, qui a une armée forte, qui a des forces de sécurité qui fonctionnent, qui a la police qui fonctionne. De sorte que toute personne, je dis bien, même celui qui est ici d'un père et d'une mère congolaise, qui pourrait trahir son pays, soit interpellé, jugé et condamné, après, lors d'un procès équitable où il est convaincu de culpabilité. On ne peut pas présupposer du fait du mariage ou du fait d'un parent qui ne serait pas congolais, ou même du fait que tu serais venu de l'étranger. On ne peut pas supposer que automatiquement ton lien d'attache avec le pays n'est pas respecté. Il y a des arrêts. Hein, excusez-moi. Oui. Il y a par exemple dans l'affaire Notebom, pour ceux qui étudient le droit public international, il y a une affaire Notebom qui a déjà fixé les critères de la détermination de la nationalité. Et comment est-ce qu'on peut déterminer les liens de rattachement d'une personne à un pays. Et vous allez voir que
dans ces critères de détermination, il y a des facteurs clés. Des facteurs tels que la naissance sur le territoire. C'est des jurisprudences. C'est des jurisprudences universelles. C'est-à-dire que cette loi viole les coutumes internationales, il viole les conventions internationales, il viole même la pratique des États. Parce que quand vous lisez dans l'arrêt Nottebohm, vous allez voir qu'on retient des critères de rattachement. Ce n'est pas le mariage. Les critères, c'est quoi? Les critères, c'est la naissance sur le territoire d'un État ou la filiation de quelqu'un. Et il y a un autre critère ici qu'on met, la résidence prolongée. Vous voyez, quand quelqu'un est né sur le territoire du Congo, en principe, il ne devrait même plus être question. Quelqu'un qui a grandi au Congo. Jacques Chaloupa. Comme Chaloupa. Mémoire. Comme Chaloupa, qui est né au Congo, qui a grandi au Congo, qui est resté de façon prolongée au Congo de 1948 jusqu'à sa mort. Des critères comme ça prouvent les liens d'attachement. Les liens d'attachement... Quand vous prenez par exemple le pasteur Jacques Verneau, qui a fondé la communauté La Borne, par exemple. Voilà. Il est rattaché au Congo. Quand vous prenez même Léo Lobich, qui a un parent qui n'est pas congolais, mais qui est né au Congo, qui a grandi au Congo, et quand il parle... Le père Léon de Saint-Moulin, par exemple. Léon de Saint-Moulin, paix à son âme, ce sont des gens. C'est-à-dire que ces critères sont internationalement reconnus, et tout ça, la loi Tchani vient remettre ça en cause. Thomas Gamakolo Mputu, est-ce que le manque de loyauté, la trahison, travail contre les intérêts du Congo, ce n'est qu'en prenant les armes? Est-ce que ceux qui, par exemple, ont signé des contrats léonins contre les intérêts du Congo, ceux qui, par exemple, détournent l'argent du Congo, qui empêchent au Congo d'avoir le moyen, par exemple, de pouvoir organiser sa défense, est-ce que ces gens-là aussi ne sont pas des traîtres, même s'ils seraient des pères et des mères à 100% congolais? Bon, je voudrais dire ceci. Tout d'abord, même cette proposition de la loi est une forme de traîtrise vis-à-vis de la République, parce que cette loi travaille contre les intérêts du Congo, ça travaille contre l'unité du pays, l'unité du territoire, la cohésion nationale. Donc c'est une loi qui porte en elle des germes de guerre éternelle. L'unité nationale et la cohésion nationale pour lesquelles, en tout cas, le maréchal Mobutu s'est beaucoup battu. Nous avons vécu du temps de Mobutu comment on avait transcendé ces divergences sur le plan culturel, sur le plan ethnique. Aujourd'hui, moi je considère que cette loi est un bond en arrière, et en tant que telle, puisque nous rentrons à l'époque précoloniale, ils veulent nous ramener à l'époque précoloniale. Alors, dans ces conditions-là, je considère que même la loi Tchani est une loi qui travaille contre les intérêts du Congo, et en principe, cette loi devait faire, les personnes qui le portent devaient faire l'objet de poursuites, parce qu'ils sont en train d'attaquer des intérêts vitaux. Non, mais ils ont quand même la liberté. Ils ont la liberté, mais ils attaquent les intérêts vitaux du pays. La nationalité, la citoyenneté, les revendications identitaires ont déjà causé des millions de morts au Congo. Il y a 2 millions de morts, plus ou moins, qui ont été causés au Congo à cause des problèmes identitaires, des crises identitaires, des gens qui revendiquent les identités, des gens qui ont réuni les identités. Et il y a des gens qui trouvent que c'est le moment propice pour accentuer cela. Ils travaillent contre les intérêts du Congo. Et ceux qui ont pris des armes, seuls ne sont pas des traîtres à la nation, y compris ceux qui détournent les sommes d'argent colossales. Il y a des gens, nous voyons ici, par exemple, des projets Tuer les Gelou, c'est plus de 100 millions qui sont partis comme ça en fumée. Les universités, même les contrats chinois aussi. Les contrats chinois, on parle des contrats léonais. Tout ça, ce sont des actes de trahison à la nation congolaise. Ce sont des actes qu'on peut considérer comme des manques d'allégeance. Et ici, dans la loi Tchani, l'allégeance, d'après lui, consiste tout simplement à ne pas avoir une femme ougandaise pour monter son allégeance. Mais on peut ne pas avoir une femme ougandaise et prendre les salaires de plus de 10 ans de tous les fonctionnaires du Congo réunis. Soi-même mettre ça dans sa poche. C'est un acte de loi. Vendre les armes que la République a mis à la disposition de l'armée, vous donnez aux groupes armés. Vous voyez tout ça. Les gens, je sais que tout ce qui s'est fait actuellement, c'est parce que quand vous regardez par exemple le suffrage aîné qui sort des caniveaux de la haine à l'est ou ailleurs, vous avez constaté que par exemple les Ouazalendo et tout seul constituent 70% du suffrage. Donc les gens qui font ça, ils partent à la pêche du suffrage. Et vous allez voir qu'il y a une sorte de compétition entre les hommes politiques. Chacun veut aller d'un mot un peu toujours plus dit contre les rwandophones, contre les nilotiques, contre les bazombo. Et la période électorale est une période propice à cela parce que c'est une façon d'éliminer les adversaires, de décourager les électeurs à voter telle ou telle personne, ou carrément si on n'écarte pas. Et puis là, le plaisir, le cynisme, si je peux dire, le machiavélisme de cette loi, c'est quoi? C'est-à-dire que les gens comme des Noël Tchani, qui sont très tribales, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils se disent, même si ça ne passe pas,
au moins j'ai installé dans les cœurs des Congolais l'idée selon laquelle telle personne ne peut pas être élue, tel autre ne peut pas être élu parce qu'il est zambien, il est Mobemba. Parce que le fond du problème aussi, c'est pas ça là, l'exclusion par exemple pour les prochaines élections. Si. Parce qu'on l'a remarqué par exemple, chaque fois que quelqu'un élève la voix pour dire que je suis candidat, on lui trouve mais une tous ceux qui sont candidats. Parce qu'on voit par exemple Fayoulou, il serait sénégalais, docteur Mukwege, lui il est burundais. Bon. Donc ce sont des lois Taïs-Rimezi. On dit voilà, tel a eu un parent où il a des liens, surtout pour les populations qui sont frontalières, qui ont des liens de part et d'autre, comme les Sangwa, les Yakoma, ils ont des liens en Centrafrique et ici. Il peut y avoir les membres de famille là-bas et ici, les Bazombo, qui n'ont pas été constitués en tribu, mais en réalité qui sont des Congolais, mais qui ont des liens en Angola et ici. Vous prenez les Babemba, qui ont des liens en Zambie et au Congo. Les Tchokwe, qui ont des liens en Zambie, au Congo et en Angola. Vous voyez un peu, toutes ces populations-là ont des liens de part et d'autre. Ils peuvent donc avoir soit des oncles de l'autre côté, soit des parents de l'autre côté, soit des femmes de l'autre côté. C'est une façon déjà de s'assurer. Et puis avant de proposer de telles lois, on a étudié qui se présente comme candidat et on sait qui on veut écarter. Et c'est très dangereux pour une loi comme ça, qu'on t'a ici, juste dans le but d'éliminer les adversaires politiques dangereux. Et vous allez remettre en question cette cohésion nationale que Mobutu a mis beaucoup de temps à construire et qui souffre déjà. Quand par exemple, Maître Thomas Gamako Lomputu, quand par exemple la chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, déjà l'année passée, lorsque Noël Tchani avait déposé pour la première fois en tout cas avec Ntingi Pouloulou sa proposition de loi sur les Congolais des pères et des mères, il y a la chef de la MONUSCO qui avait déjà qualifié en tout cas cette initiative que ça pouvait avoir en tout cas des conséquences potentiellement dangereuses pour le Congo. Il a raison, pour une fois, je ne suis pas toujours d'accord avec elle, mais pour cette fois-là, il a raison, parce que quand nous lisons la Constitution, notamment dans l'article 10, il est clairement dit que est Congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique, on ne parle pas des tribus. Vous allez voir déjà que cette traçabilité géographique basée sur l'épuration tribale n'existe pas ici. Parce que déjà à l'époque, à Sun City, on avait constaté que c'était un danger de pouvoir faire toujours des traçabilités géographiques basées sur une certaine forme d'épuration tribale. Vous voyez, on avait déjà trouvé que c'était dangereux, ça avait des germes de guerre. Et déjà, vous allez voir qu'au niveau de Sun City, quand on a réalisé que c'était une des causes profondes de guerre, on n'a pas voulu reprendre dans la Constitution que est Congolais d'origine toute personne qui fait partie d'une tribu qui existait, qui descend d'une personne qui était d'une tribu qui existait au Congo avant 1985, comme on avait fait dans la loi de 1987, dans la loi de 1991 sur la nationalité, qui avait remis en cause les autres lois de départ de 1972. Vous comprenez un peu ça? Donc on avait déjà fait ça. C'était un recul donc. C'est donc un recul quand on vient dire qu'aujourd'hui on revient effectivement, puisque les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut, encore revenir à des guerres pour réclamer des identités. Si jamais, par exemple, cette loi passée et que, par exemple, des candidats à l'élection présidentielle ou autres étaient exclus, est-ce que nous risquons de vivre ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire, par exemple? Je vais même faire pas une confidence, mais une déclaration que je peux même considérer comme prophétique, si quelqu'un veut qu'il peut le prendre comme ça. Je crains qu'il y ait d'autres remous entre les Kassaïens et les Katangais. Si jamais on réussissait, on arrivait au bout de cette logique, jusqu'au point d'interdire, par exemple, qu'un candidat qui serait des Katanga, pour une raison ou une autre, ou qui est considéré comme Katangais par les Katangais, parce que sa mère, par exemple, est Bemba, et que les Bemba sont en là, vous parlez de Moïse Katumbi, par exemple. Je ne vais pas citer des noms des gens. Ceux qui me suivent comprendront de qui je parle. Je crains que ce qui s'est fait dans les années 60 contre les Kassaïens, qui s'est répété dans les années 90, au début des années 90, contre les Kassaïens, à l'époque on parlait de télémouchage, de Biloulou et consorts, puisse être remis au goût du jour, parce que en ces moments-là, la frustration par rapport à tous ceux qui se disposent actuellement à voter tel ou tel candidat sera tellement grande et ce sera tellement injuste et cette injustice sera tellement criante et difficile à contester. Donc si vous nous pouvons revenir encore à des crises et je crains fort pour le vouloir vivre ensemble
de tous les Congolais en général, mais en particulier pour les Kassaïens qui sont nombreux. Qui si vous étiez dans les institutions en République, au sommet de l'État ou même au sommet des deux chambres du Parlement, vous feriez quoi exactement? J'allais engager des quel sort allez-vous réserver à cette proposition de loi? Je n'allais même pas les recevoir. Au niveau, d'ailleurs, vous voyez même la manière dont ils viennent déposer. On ne dépose pas une loi au bureau. Une loi, c'est soit une proposition de loi qui est portée par un député, soit un projet de loi qui est porté par... Bon, la loi avait déjà été, la proposition avait été déposée, portée par le député Ntsingui Pouloulou. Mais cette fois-ci, ils sont allés déposer devant le bureau. Ils ont déposé un mémo, pratiquement pour faire un plaidoyer en faveur de l'inscription de cette loi au cours de cette il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas une loi qui a été déposée au bureau, ce n'est pas grave. Mais dans tous les cas, de telles propositions, il faut leur réserver une fin de non-recevoir. Et les gens qui continuent à jouer comme ça avec la vie de la nation, il faut pouvoir les traduire parce que dans notre pays, il y a des lois. Il y a des lois qui interdisent aux gens de tenir des propos haineux, des propos discriminatoires contre des groupes ethniques ou des groupes de personnes. Maître Tomani est pratiquement en train de cheminer sûrement et lentement en tout cas vers la fin de cette émission. Comment vous expliquez, vous l'avez évoqué aussi, que depuis 60, on est pratiquement rien que dans des débats sur l'identité des gens, les origines. Et pourtant ailleurs, par exemple, ils ont dépassé ce genre de débats. Ils sont dans des débats sur les projets de société, sur les politiques publiques. Est-ce qu'avec une telle démarche, est-ce qu'on peut vraiment aller de l'avant? Qu'est-ce qui doit être fait? Fais un peu des propositions rapidement. Bon, je dirais ceci. Il n'est pas normal que depuis que le Congo est né, qu'on ne parle que des questions de la nationalité. Ça fait 62 ans. Et là, j'aimerais lancer un vibrant appel à tous les Congolais. Il y en a marre. Il est temps maintenant de parler développement, de parler essor, de trouver les voies et moyens, de faire en synergie avec tous les Congolais, de toutes les races, de toutes les ethnies, de tous les groupes tribaux, de pouvoir se faire en synergie quelque chose pour sortir ces pays du marasme économique, de la pauvreté, de la misère. Le plus grand danger qui menace la souveraineté du Congo actuellement, c'est la misère, c'est la paupérisation des intellectuels, la paupérisation des fonctionnaires, des policiers, des militaires. Et cela doit être traité comment en travaillant sur le développement et non pas en toujours cherchant qui est Congolais, qui ne l'est pas. Qui est Congolais, qui ne l'est pas. Cette question a déjà été résolue dans la Constitution, comme je viens de le lire, que toutes les personnes d'origine, et Congolais d'origine, toutes personnes appartenant au groupe ethnique, dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo, donc la République démocratique du Congo, à l'indépendance. Donc il y a déjà eu la colonisation, on ne peut plus rentrer à la période précoloniale, nous sommes maintenant à l'indépendance, nous avons hérité d'un patrimoine humain. Il faut trouver les voies et moyens pour faire travailler ce patrimoine humain au développement. Arrêter cette histoire de dire toujours que tel est Congolais, tel n'est pas Congolais, ou bien il est Congolais, mais il n'a pas droit à ceci ou à cela, il ne peut pas accéder à telle fonction. Ce système-là, des restrictions de la citoyenneté des gens, ou des droits de jouir pleinement de sa citoyenneté, est prohibé par les conventions internationales, la coutume internationale, la constitution de notre pays. Nous ne devons pas suivre cela. Et moi, ce que j'aimerais proposer, pour mettre très rapidement, définitivement, ça c'est votre conclusion. Pour mettre terme définitivement à ce genre d'aventurisme en politique, il faut carrément faire en sorte que désormais soit congolais toute personne qui est née sur le territoire du Congo. Et on ne peut plus être congolais en partant des groupes tribaux, mais de chaque Congolais individuellement qui est né au Congo, qui a un lien de rattachement au Congo, qui est resté longtemps au Congo et qui apprécie ces pays et qui est solidaire avec l'essor du Congo, avec le malheur du Congo, avec le bonheur du Congo, doit pouvoir jouir pleinement de sa nationalité et travailler en toute liberté, en toute sécurité, sans être invectivé, sans être indexé comme étranger. On doit arrêter toutes les personnes qui appellent d'autres Congolais étrangers en partant sur la théorie de la tribu. Nous devons bannir la théorie de l'épuration tribale. Cette façon de prouver la nationalité par l'ascendance, ou comment dirais-je, par la traçabilité géographique, hein,
de quelqu'un qui est parenté à quelqu'un qui était au Congo avant l'indépendance, à l'époque post-coloniale, c'est une fausse théorie parce que le Congo n'a pas toujours existé. Ok, merci beaucoup, Maître Thomas Gamakolo Mputu. Vous avez été clair, avocat-chercheur. En tout cas, merci beaucoup pour ce débat que vous venez d'ouvrir pour que le Congo cesse en tout cas, les Congolais cessent de s'appesantir rien que sur les origines, sur l'identité de ces citoyens, mais qu'un débat sur les projets de société, sur des politiques publiques susceptibles en tout cas d'améliorer les conditions de vie des Congolais et surtout d'améliorer notre gouvernance et surtout le plan soit en tout cas amorcé. Merci d'être passé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe technique. Rendez-vous en tout cas est pris prochainement pour un autre numéro. Et pour ceux qui par exemple sont intéressés par ces débats, apporter peut-être des nouveaux éléments à ces débats, en tout cas sont la bienvenue. Les numéros sont là. Merci et à dimanche prochain.